Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les amis, ce sera une vidéo neutre que je ne traiterai pas sous le prisme de la religion, car ce sujet comme d'autres que je traite nous concerne tous en tant que personnes vivant en société et doit être entendu par un maximum de monde pour que chacun comprenne de quoi il en va. Et le tout bien sûr sous un angle réaliste. Donc dans un premier temps, je traiterai le sujet dans les grandes lignes et dans une prochaine vidéo, nous parlerons des solutions, de ce qui est réellement possible de faire à notre niveau. Alors ce sujet clairement, il ne date pas d'hier. Cela dit, c'est un sujet sur lequel beaucoup s'interrogent et à mon humble petit niveau, je vais donner mon point de vue sur la question avec du recul et beaucoup de réalisme encore une fois. Alors ce sujet, c'est celui qui se nomme la fraude du non légal. Le non légal ou autrement dit la personnalité juridique que nous devenons vous et moi dès notre naissance. Suivez bien car ce sujet est vraiment complexe mais bon à connaître. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que ce sujet est très vaste et que cette vidéo ne représente même pas 5% du sujet dans sa globalité. Toutefois, je vais faire cette première partie que je vais simplifier au maximum et si vous êtes intéressé pour en apprendre davantage, eh bien je pourrais refaire d'autres vidéos pour traiter d'autres points aussi intéressants que ceux qu'on traitera dans cette vidéo. Je tiens vraiment à ce que vous restiez jusqu'à la fin, même si par moment vous serez en décrochage. Pensez juste au taf que peut représenter une vidéo pareille et je m'inquiète pas, je sais que vous irez chercher dans les ressources. Pour finir cette introduction, je vous demanderai de partager cette vidéo au maximum autour de vous et de ne pas hésiter à laisser un avis plus bas dans l'espace commentaire. Alors pour commencer, sachez mes chers amis que nous sommes tous officiellement morts en mer à l'âge de 7 ans. Vous allez faire les gros yeux, mais si nous nous référons à la juridiction maritime de l'Amirauté, eh bien nous sommes bien portés disparus en mer depuis nos 7 ans. Vous allez comprendre par la suite, mais pour commencer, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle un contrat de fiducie, plus connu sous le nom de trust dans la convention anglo-américaine. Ce contrat de fiducie, il permet en fait à un tiers de transférer tout ou partie de ses biens à une autre personne, en l'occurrence le fiduciaire. Et le rôle du fiduciaire sera d'agir pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires. Je vous invite vraiment à bien suivre. Prenons exemple avec ma personne. J'ai une société qui fait du chiffre. Je décide pour une raison X ou Y d'occulter ma présence sur le registre du commerce. Je vais alors me tourner vers une société fiduciaire qui représente un tiers de confiance à qui je vais transférer le pouvoir de la gestion de ma société ainsi que son patrimoine. Dans ce contrat fiduciaire, il y aura 3 acteurs. Le premier, ce sera le constituant, donc moi, le père de cette société. Et je n'emploie pas ce terme au hasard, retenez-le bien. Le second acteur, on l'appelle l'exécutant, à savoir la société fiduciaire à qui je fais appel. Et le troisième acteur, c'est le bénéficiaire pour lequel va agir la société fiduciaire, ok? Si vous avez compris ça, alors vous avez avalé le plus dur. La raison pour laquelle je viens de vous faire ce schéma du contrat fiduciaire, c'est pour que vous compreniez de la manière la plus simple ce qui va suivre. En tant qu'être humain, à la naissance d'un enfant, nous avons depuis des lustres un automatisme consistant à nous rendre en mairie dans les 5 jours suivant la naissance, et plus précisément au service d'état civil pour faire ce qu'on appelle une déclaration de naissance. C'est une démarche obligatoire à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire sous peine de sanctions pénales. Cette démarche, elle vise à déclarer la naissance du nouveau-né auprès d'un officier d'état civil dans le but d'établir la filiation entre le parent et l'enfant. Mais le souci, c'est que là où nous sommes censés faire qu'une simple déclaration publique, eh bien on se retrouve par cette déclaration de naissance à contracter en fait un contrat qui donne naissance à ce qu'on appelle une personnalité juridique. Cette personnalité juridique est en fait un bonhomme de paille, une ombre dont l'État a besoin comme intermédiaire entre lui et vous en tant qu'être humain pour vous faire respecter tout un tas de règles et de lois, mais surtout pour vous mettre à l'état d'esclave. Maintenant, nous allons reprendre le schéma que je vous ai fait en début de vidéo et vous allez comprendre la supercherie dans laquelle nous sommes. Quand votre enfant naît et que vous vous rendez en mairie, eh bien, vous entrez dans le cabinet de fiducie dont je vous parlais dans mon exemple. Sauf qu'à la place de votre patrimoine financier, que vous allez transférer à la fiduciaire, eh bien ce sera pour le coup votre enfant que vous allez donner. Réécoutez bien le début de la vidéo et à la différence du premier schéma, cette fois-ci le constituant ce sera vous, le parent de l'enfant. Sur la chaise de l'exécutant, nous aurons l'état civil, ok ? Ou bien l'officier d'état civil. Et le bénéficiaire, ce sera l'enfant qui, à sa majorité, bénéficiera de ce patrimoine confié à la fiducie, donc à l'État. Et par le biais de cette déclaration,
Par cet acte de déclaration de naissance, eh bien sachez que l'enfant entre instantanément dans ce qu'on appelle le système de droit positif. Le droit positif est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État. Ces règles sont les règles de l'homme, faites par l'homme, avec ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Par exemple, en France, comme dans beaucoup de pays, vous trouvez tout en haut de la pyramide des normes, celle de la Constitution. En dessous, on trouve les normes internationales. Plus bas se trouvent les lois. Plus bas encore, les ordonnances. Plus bas encore, les décrets et les arrêtés. Puis plus bas, on a la jurisprudence et enfin les actes administratifs, ministériels, préfectoraux ou municipaux. Et tout cet ensemble est ce qu'on appelle l'état de droit. Suivez bien. Quand votre enfant naît, dès ses premières secondes de vie, il est régi par le droit naturel. On est d'accord. Mais une fois la déclaration de naissance que va faire le parent, l'enfant va automatiquement être transféré dans un droit artificiel qu'on appelle le droit positif, que je vous expliquais juste avant. Et ce transfert, mes amis, nous y avons tous eu droit, moi compris. Et ça se fait encore sans le consentement de la primauté de l'être humain. Par cette démarche rendue obligatoire de déclarer un enfant à sa naissance, eh bien on le jette de force par l'acte de naissance dans un système dit sociétal, dans une entreprise qui va le mettre en esclavage en lui faisant perdre au passage sa souveraineté. En d'autres termes, bienvenue à toi dans cette grande partie de Monopoly où tu n'as d'autre choix que de jouer. Dès lors que vous êtes enregistré à la mairie, au service d'état civil, vous passez d'être humain à personne. Retenez bien ce que je dis là. Également, vous devenez soumis à des droits, à des devoirs civiques et surtout, c'est une soumission totale à ce pseudo-état de droit. Okay. Sachez que l'État est une entreprise enregistrée par l'INSEE au registre du commerce, comme vous pouvez le trouver facilement en faisant une petite recherche sur le site société.com. Alors pourquoi l'État se trouve enregistré comme une entreprise qui comprend entre 500 et 999 salariés? D'ailleurs, en cherchant un peu plus, on y trouve également la Cour des comptes et mieux encore le gouvernement du Premier ministre. Pas mal. Mais la question que se posera toute personne normalement constituée, c'est si l'État est une entreprise, avec qui cette dernière fait du commerce. On en vient alors à une loi datant du 23 août 1794, nommée loi du 6 fructidor de l'an 2, stipulant en son premier article ce qui suit. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Loi encore en vigueur de nos jours, sachez-le. Revenons maintenant à ce fameux nom que comportent nos documents officiels. Ce nom de famille, vous le remarquez, est systématiquement écrit en majuscules, que ce soit sur vos documents officiels que sur vos courriers. Cela est dû au fait que l'administration s'adresse à vous comme une personne juridique et non en tant qu'être humain. La raison de ces majuscules sur le nom de famille, c'est que notre nom de personnalité juridique entre dans le cadre des dénominations officielles des sociétés commerciales, des associations et des partis politiques. Vous êtes donc considéré comme une entité commerciale qui commerce avec l'État français lui-même enregistré au registre du commerce. Vous devez comprendre que vous, en tant qu'être humain, dans cette partie de Monopoly, ne pouvez être déplacé sans le pion qu'est votre personnalité juridique. Et vous êtes une personne juridique depuis votre acte de naissance, en passant par ce qui figure sur votre pièce d'identité, sur vos factures, vos déclarations d'impôts, vos passeports, vos comptes bancaires, vos assurances et j'en passe. Et le tout depuis une invitation forcée à votre naissance à rentrer dans cette grosse partie de Monopoly. Le droit vous a un jour soustrait à votre condition de simple être humain pour vous placer dans le monde du commerce en tant que personne juridique. Et tout ça, on va dire, à cause d'un officier d'état civil qui un jour s'est substitué à vous-même. Sachez que rien ne vous appartient. Vos enfants ne sont plus les vôtres dès leur entrée dans cette grande partie de Monopoly. Ils sont la marchandise de l'État qui les tient par leur acte de naissance, autrement dit comme franchise de la corporation des parents. Ils sont dès leur naissance vendus à la Banque mondiale et le poids de l'enfant qui figure sur le certificat d'accouchement que vous ne verrez certainement jamais est utilisé pour calculer votre valeur marchande via le cours de l'or. L'enfant est dès sa naissance une créance, un titre nominatif que le Trésor utilise comme caution. Cela permet entre autres à l'État d'emprunter sur les marchés financiers. Nous ne sommes aux yeux de l'État que monnaie. Nous sommes tous endettés sans le savoir parce que l'État s'est quelque part, on va dire, approprié nos personnes. Nous ne sommes à leurs yeux qu'un capital humain, du bétail. La dette française s'élève actuellement à environ 2700 milliards d'euros. Et cette dette,
nous le savons vous comme moi, elle ne sera jamais remboursée. Mais nous en prenons tous une partie. La dette, chers amis, a un rapport politique d'assujettissement et d'asservissement. Et par son côté infini, elle devient par déduction simple un moyen de discipliner les populations, à imposer des réformes structurelles, à justifier une autorité de plus en plus écrasante, mettant à mal la démocratie au profit de gouvernements subordonnés aux intérêts du capital. En clair, nous ne sommes que des esclaves au service de la dette. Également, il faut savoir que nous sommes clairement sous un système de servitude pour dette. C'est un peu différent car cette dette, elle est personnelle, mais elle sert aussi bien les dirigeants. Nous restons sur le même principe car contractant une dette chez n'importe quel créancier fait automatiquement de nous l'esclave de quelqu'un d'autre. Ces dettes, pour la plupart d'entre elles, elles sont les pires car elles sont contractées par désir de confort ou par simple recherche de bien-être au travers de la consommation d'objets qui perdent de la valeur avec le temps. Beaucoup diront avoir contracté de la dette pour un bien qui rapportera sur le long terme. Il n'en reste pas moins que vous tombez sous le coup de la servitude par dette. Et sachez que seuls deux types de personnes pourront défendre le crédit. Celles qui ont quelque chose à vendre et celles qui se sont lourdement endettées. Là où je veux en venir les amis, sans faire trop long, c'est qu'on vous pousse à la consommation, au crédit pour vous tenir en tant qu'esclave au bout d'une laisse. On vous fait croire que vous possédez des biens alors qu'ils ne vous appartiennent pas. Votre maison que vous vous êtes saigné à acheter n'est pas la vôtre tant que vous êtes entre les mains de la banque. Votre véhicule acheté à crédit ne vous appartient pas tant que celui-ci n'est pas payé. Il peut se trouver sous gage au moindre écart de paiement. Et ça, vous le savez. Et c'est idem pour tous vos biens achetés à crédit. Et aussi longtemps que vous serez sous crédit, vous serez pris au piège et serez obligé de courir dans cette roue tel un hamster pour ne jamais être à court de ressources pour vos créanciers. Par ce même moyen, il devient impossible d'avoir des opinions car vos priorités sont le travail dans le but de rembourser. Et tout ce qui peut mettre en danger ce processus, eh bien, vous vous en écarterez automatiquement. Rappelez-vous bien que peu de choses vous appartiennent. Je vais faire une petite parenthèse, mais comment peut-on se dire propriétaire d'un bien immobilier quand on sait que les actes de vente de ces biens sont consignés auprès de notaires qui nous remettent que des copies d'actes en cas de besoin. Idem pour les relevés de propriété. Obligé d'aller en faire la demande auprès du service de publicité foncière qui, là encore, vous le renvoie sous forme d'extrait de matrice cadastrale. Nos véhicules, on peut prendre l'exemple, c'est pareil. On a une carte grise reliée à nos personnes juridiques qui nous permettent de nous déplacer sur le territoire à l'aide d'un jeu de plaques d'identification. Et même cette carte grise n'est même pas la nôtre. En témoigne cette mention de titulaire. Nous sommes que des titulaires et jamais les propriétaires. Tous nos originaux sont consignés par l'administration et ne nous appartiennent pas. Pour comprendre d'où vient cette logique, on en revient à cette phrase qui a dû en troubler plus d'un en début de vidéo concernant notre disparition en mer à l'âge de nos 7 ans. Pour comprendre cela, il faut remonter à très loin en arrière et savoir que sous la juridiction de l'amirauté, autrement dit le droit de la mer, les navigateurs qui ne revenaient pas au port dans un délai de 7 années étaient considérés comme disparus en mer et ils étaient déclarés juridiquement et légalement morts par la justice. Cela permettait alors de mettre en route la succession aux ayants droit. Aujourd'hui, toute personne décidant de renoncer à sa personne juridique se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire dans le statut de vaisseau disparu en mer. Vous ne reviendrez au port que sous votre personne juridique. Votre nom en majuscule est comme votre immatriculation dans ce monde où seule la Bible du business, à savoir le code commercial uniforme, régit de manière universelle à travers le globe le commerce dans sa globalité. Par exemple, lorsqu'un bateau accoste dans un port, il est soumis aux lois de l'amirauté. Il existe deux documents qui sont utilisés en transport maritime qu'on appelle le manifeste et le connaissement. Ces deux documents sont les plus importants car ils déterminent le mouvement de la marchandise et servent à la gestion et au contrôle de l'exécution d'un transport de marchandises sur un autre navire. Le manifeste permet aux autorités portuaires de savoir ce que contient le navire comme marchandise et ce qu'il va donc apporter dans l'économie du pays. Vous allez me demander quel est le lien avec nous, êtres humains. Eh bien, sachez que selon cette juridiction de l'amirauté et sachant que nous arrivons au monde dans les eaux de nos mers, eh bien, il considère tout simplement que nous entrons dans le cadre du droit international qui lui s'adosse au code commercial uniforme et que de ce fait, nous devons avoir un certificat de naissance pour estimer combien nous rapporterons à la nation. On en revient à ce que je vous disais sur le poids de l'enfant qui figure sur le certificat d'accouchement que vous ne verrez certainement jamais et qui est utilisé pour calculer votre valeur marchande via le cours de l'or.
Concernant le cours de l'or, il est aussi intéressant de parler de cette monnaie papier que nous utilisons quotidiennement. Cette monnaie, il faut le savoir, elle n'a de valeur que les chiffres qui y figurent dessus. Ce qui nous ramène à ce jeu de Monopoly dans lequel on utilise des bouts de papier pour acheter des biens, payer des dettes et j'en passe. Une monnaie qui pourrait avoir de la valeur par exemple aurait été celle que M. Mouammar Kadhafi tentait de faire naître. Une monnaie appelée le dinar or qui reposait sur une réserve de 143 tonnes d'or avec un équivalent en argent. Ce dinar or devait être utilisé comme monnaie panafricaine pour défaire l'Afrique de l'emprise des banquiers de Londres et de New York. Ce que cherchait la Libye était de rendre la souveraineté aux États arabes et africains en général en s'appuyant sur les ressources pétrolières et gazières, ce qui a suscité une immense panique à Wall Street ainsi qu'à la City, car ils comprenaient tout simplement que des trillions de dollars allaient finir hors de contrôle, ce qui s'est fini parce que tout le monde a pu voir en 2011 avec la guerre en Libye et la mort de Mouammar Kadhafi. Maintenant que Mouammar Kadhafi soit un dictateur ou pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas la question. Sachez maintenant, mes chers amis, que dans cette grande partie de Monopoly, seuls ceux qui réussissent à récupérer leurs actes de naissance originaux récupèrent de facto leur propriété sur eux-mêmes et donc sortent de cette grande partie de Monopoly forcée et reviennent de cette expédition en mer. Autrement, c'est votre personne juridique qui vous représente et votre condition d'humain qui reste quelque part en mer. Bien sûr, quitter la partie ne se fait pas sans aucune contrepartie. Vous devez vous en douter. Si vous décidez de vous retirer du jeu, vous sortez de tout un système qui vous apportait un nombre incalculable de choses en échange de votre asservissement. Si vous quittez la galère, eh bien vous serez déposé sur une île vierge sur laquelle tout sera à reconstruire. Et ça, il faut bien en prendre conscience, car beaucoup traitent ce sujet avec de la légèreté et ne l'appliquent qu'à même pas 10% sur eux-mêmes. Non, il faut être cohérent. Moi, perso, je traite ce sujet comme un autre pour informer. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis mis en marge de la société. C'est des choses bonnes à savoir, mais il faut connaître le sujet dans sa globalité pour savoir où nous avons mis les pieds. Ce n'est pas de la rigolade. Quitter le Monopoly, c'est opter pour une vie de marginal. Et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est la stricte réalité. Je connais très peu de personnes qui traitent ce sujet et qui ont quitté de manière définitive le système. Je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo, même s'il reste tellement d'autres choses à dire, mais nous en parlerons dans un second volet si vous le souhaitez. Si vous voulez une suite, à vous de me le faire savoir plus bas dans l'espace commentaire. Ce sujet, sachez-le, ce n'est pas mon sujet de prédilection, donc si ça n'intéresse pas plus que ça, eh bien je passerai à autre chose. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Pour ma part, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.